Bonjour tout le monde. Le cours de sémiologie digestive d'aujourd'hui portera sur les hémorragies digestives. L'hémorragie digestive est le motif de transfert de patients au pavillon des urgences médico-chirurgicales le plus fréquent en gastroentérologie et pathologie. En effet, c'est la première urgence de pathologie digestive. De très nombreuses pathologies gastro-entérologiques et pathologiques se compliquent d'une hémorragie digestive. Mais deux pathologies sont particulièrement impliquées dans la survenue de l'hémorragie digestive. Il s'agit de la maladie ulcéreuse gastro-duodénale et l'hypertension portale. Commençons d'abord par définir ce que c'est une hémorragie digestive. L'hémorragie digestive se définit comme étant soit par la bouche, soit par l'anus de sang provenant d'un point quelconque du tube digestif, ou plus rarement des canaux biliaires ou pancréatiques. L'hémorragie digestive regroupe trois types sémiologiques: l'hématémèse, le méléna isolé ou associé à l'hématémèse et la rectorragie. On verra tout à l'heure la définition de chacun de ces trois types sémiologiques d'hémorragie digestive. Poser le diagnostic d'hémorragie digestive passe par quatre étapes. La première étape consiste à prouver l'existence de l'hémorragie digestive, c'est-à-dire le diagnostic positif. La deuxième étape consiste à évaluer son abondance et par conséquent son pronostic afin de pouvoir la prendre en charge sur le plan thérapeutique. Troisième étape consiste à éliminer autre cause de saignement par la bouche, mais qui n'est pas d'origine digestive, mais qui est susceptible d'être confondue avec une hémorragie digestive. C'est ce qu'on appelle le diagnostic différentiel. Et enfin, la quatrième étape consiste à rechercher la cause de l'hémorragie digestive. C'est le diagnostic étiologique. Commençons tout d'abord par le diagnostic positif. Le diagnostic positif d'une hémorragie digestive peut se faire dans trois circonstances. La première circonstance, l'hémorragie digestive est extériorisée, c'est-à-dire que le sang est éliminé à l'extérieur du corps par la bouche ou l'anus, ou les deux à la fois, et il est visible à l'œil nu. Dans ce cas, le diagnostic positif est souvent facile. La deuxième circonstance, l'hémorragie digestive est extériorisée par l'anus, mais elle est occulte. Le mot occulte signifie que le sang est non visible à l'œil nu. Car le saignement digestif se fait goutte à goutte par l'anus dans les selles pendant des semaines et des mois. Et dans ce cas, le diagnostic est suspecté devant une anémie chronique par carence en fer ou par manque en fer. Le diagnostic est confirmé par un test qu'on appelle le test hémoculte. Je vous expliquerai tout à l'heure ce que c'est le test hémoculte et sa technique. Et enfin, la troisième circonstance, l'hémorragie digestive n'est pas extériorisée ni par la bouche ni par l'anus. On parle dans ce cas d'une hémorragie interne. Le diagnostic est évoqué devant un tableau clinique d'une anémie aiguë évoluant dans un contexte d'un état de choc hypovolimique. On verra tout à l'heure comment poser ou faire le diagnostic d'une hémorragie digestive interne. Comme vous pouvez le constater, donc le diagnostic positif est moins évident et plus difficile dans les deux dernières circonstances. On commence par le diagnostic positif d'une hémorragie digestive extériorisée. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le terme extériorisé signifie que le sang est éliminé à l'extérieur du corps par la bouche ou par l'anus ou les deux à la fois. Parmi les hémorragies digestives extériorisées, on distingue l'hématémèse. L'hématémèse se définit par le rejet par la bouche au cours d'un effort de vomissement d'une quantité de sang plus ou moins abondante
soit du sang rouge, quand il s'agit d'un saignement actuel, actif, ou récent, c'est-à-dire remontant à quelques heures, soit du sang noirâtre qui témoigne d'un saignement ancien qui remonte à plusieurs heures, voire quelques jours, avec du sang qui a stagné dans l'estomac. Le sang vomi n'est pas spumeux. Le terme spumeux signifie que le sang ne contenant pas des bulles d'air, comme c'est le cas de l'hémoptysie qui est le principal diagnostic différentiel de l'hématémèse. Le sang vomi peut contenir des débris d'un repas ingéré avant l'hémorragie. Il peut contenir également des cailloux sanguins. Il faut savoir que l'hématémèse traduit toujours le saignement d'une lésion située dans le haut tube digestif. Et dans ce cas, le saignement est souvent gastrique ou duodénal. Moins fréquemment, œsophagien. Beaucoup plus rarement, le sang a pour une origine les voies biliaires ou pancréatiques. Quand le sang provient des voies biliaires, on parle d'hémobilie. Et quand il provient des canaux pancréatiques, on parle de versingorragie. Le terme versingorragie fait référence au canal de Wirsung. L'hématémèse est habituellement précédée de prodromes. Les prodromes sont des signes cliniques qui annoncent la survenue de l'hématémèse. On dit également signe avant-coureur ou annonciateur. Quels sont les prodromes qui précèdent la survenue de l'hémorragie digestive? Souvent, le patient vous parle d'une sensation de pesanteur gastrique ou de sensation de chaleur au creux épigastrique. Il peut vous décrire également un malaise général, c'est-à-dire que le malade se sent mal sans savoir pourquoi. Et parfois, il vous décrit une sensation de saveur métallique à la bouche ou des nausées. Le deuxième type d'hémorragie extériorisée, hémorragie digestive extériorisée, c'est le méléna. Après avoir énuméré les caractères sémiologiques des l'hématémèse, à présent, on définit les caractères sémiologiques du méléna. Le méléna se définit comme étant l'émission par l'anus de sang noir, digéré, fétide. Le sang a tous ces caractères, c'est-à-dire il est noirâtre et digéré, fétide, parce que les protéines contenues dans le sang ont subi une dégradation enzymatique par les bactéries de la flore intestinale lors du cheminement du sang dans le tube digestif. Le méléna se voit dans deux circonstances, soit que le méléna accompagne l'hématémèse, et quand un méléna est associé à l'hématémèse, dans ce cas, il s'agit toujours d'une hémorragie digestive haute, c'est-à-dire que la lésion qui saigne est susmésocolique. Je vais vous expliquer le terme susmésocolique et sous-mésocolique. Comme on peut le voir sur ce schéma, quand la lésion qui saigne est située au-dessus de la jonction ou l'angle duodéno-jugénal, appelé également angle de 13, elle est dite susmésocolique, c'est-à-dire que la lésion est située au niveau du haut digestif. Et quand la lésion qui saigne est localisée au-dessous de l'angle duodéno-jugénal, elle est dite sous-mésocolique ou bien elle siège sous-mésocolique, c'est-à-dire que la lésion qui saigne est située dans le bas tube digestif, à savoir l'intestin grêle et le sigmoïde. Comme je dirais tout à l'heure, donc le méléna est soit associé à une hématémèse, et dans ce cas, il est toujours d'origine digestive haute,
soit le méléna est isolé. Quand le méléna est isolé, il est le plus souvent d'origine digestive haute. Ça se voit dans 90% des cas, c'est-à-dire qu'il est sus-mésocolique, c'est-à-dire que le saignement provient le plus souvent de l'estomac ou du duodénum, moins fréquemment de l'œsophage, beaucoup plus rarement des voies biliaires ou pancréatiques. Il est rarement d'origine digestive basse, ce qui représente à peu près 10% des cas. Donc il est dit sous-mésocolique. Et dans ce cas, le saignement provient de l'intestin grêle ou du côlon. Le méléna se présente sous deux aspects cliniques. Le méléna franc est l'émission par l'anus, en dehors de la selle, d'un liquide épais, noirâtre, poisseux, c'est-à-dire collant ou gluant, de consistance visqueuse, donc qui rappelle celle du miel. Un liquide très fétide, c'est-à-dire de très mauvaise odeur, et tous ces aspects font évoquer l'aspect du goudron. Je vais expliquer tout à l'heure pourquoi le sang au cours du méléna il est noirâtre et fétide. C'est parce que les protéines contenues dans le sang donc subissent une dégradation enzymatique par les bactéries de la flore intestinale durant le passage du sang dans le tube digestif. À côté de l'aspect franc du méléna, il y a également l'aspect clinique dit sels mélaniques. Sels mélaniques, c'est des sels qui sont mélangés à du méléna, d'où leur aspect noirâtre. Le troisième type d'hémorragie digestive, ce sont les rectoragies. Troisième type d'hémorragie digestive extériorisée, visible à l'œil nu. Donc c'est la rectoragie. La rectoragie est l'émission par l'anus d'un sang rouge non digéré. Comme le sang provient de la partie la plus distale du tube digestif, il a été rapidement éliminé par l'anus et les bactéries de la flore intestinale n'ont pas eu le temps de le dégrader. Donc il a gardé les caractères d'un aspect normal de sang, un sang rouge sans odeur. La rectoragie est extériorisée soit sous forme d'un sang pur, c'est-à-dire l'émission par l'anus de sang rouge en dehors de la selle, soit sous forme de sang mélangé à la selle, soit sous forme de sang arrobant la selle, c'est-à-dire du sang rouge qui enveloppe la selle, et ce dernier aspect clinique de la rectoragie se voit essentiellement au cours du saignement secondaire à une maladie hémorroïdaire. La rectoragie est le plus souvent de faible abondance, et quand elle est de faible abondance, elle traduit un saignement digestif distal, c'est-à-dire un saignement qui provient de l'anus, du rectum ou du côlon. Et là, il s'agit du côlon gauche et côlon sigmoïde. La rectoragie est rarement abondante ou massive, et quand elle est abondante, on ne pourra pas savoir si elle est d'origine digestive haute ou digestive basse avant d'effectuer les examens paracliniques, notamment l'endoscopie digestive. Après avoir passé en revue le diagnostic positif des différents aspects cliniques d'une hémorragie digestive extériorisée visible à l'œil nu, on abordera à présent le diagnostic positif d'une hémorragie digestive extériorisée mais non visible à l'œil nu, c'est-à-dire
c'est-à-dire un saignement occulte. Cette variété d'hémorragie digestive présente les caractères sémiologiques suivants. C'est un saignement digestif de faible abondance qui se fait goutte à goutte pendant des semaines, des mois, voire des années, par voie digestive basse, dans les selles. L'hémorragie digestive est occulte, c'est-à-dire qu'on ne voit pas de sang dans les selles. En effet, les selles ont un aspect normal. Ce type d'hémorragie digestive est évoqué devant un tableau clinique. Devant un tableau clinique, d'une anémie chronique fériprive inexpliquée, c'est-à-dire une anémie par carence en fer pour laquelle on ne trouve pas d'étiologie malgré une enquête exhaustive. Une anémie fériprive chronique est une anémie par carence ou par manque en fer, secondaire à un saignement qui dure depuis des semaines, des mois, voire des années, entraînant une perte de fer importante par voie digestive basse. La confirmation d'un saignement ou d'une hémorragie digestive occulte se fait par la recherche de sang dans les selles, grâce à un test qu'on appelle test hémoculte. C'est quoi le test hémoculte? Le test hémoculte utilise une carte imbibée d'une substance chimique réactive qui permet de détecter la présence de sang ou de ses dérivés comme l'hémoglobine dans les selles grâce à une réaction enzymatique entre la substance chimique présente dans la carte et l'enzyme peroxydase de l'hémoglobine du sang présent dans les selles. Cette réaction enzymatique se produit en cas de présence de sang dans les selles. Elle se traduit par une modification de la couleur de la selle. C'est ce qu'on appelle un virage colorimétrique. Comme vous pouvez donc le voir sur la... Alors que la selle garde une couleur normale en l'absence de réaction chimique, c'est-à-dire en l'absence de sang dans les selles. Enfin, on termine le diagnostic positif des hémorragies digestives par le diagnostic positif de l'hémorragie digestive non extériorisée ou dite hémorragie interne. L'hémorragie digestive interne est souvent abondante et massive, et elle est tellement abondante que le sang n'a pas eu le temps de s'extérioriser, soit par la voie digestive basse ou la voie digestive haute. Le diagnostic d'une hémorragie interne est évoqué devant l'installation rapide d'une anémie aiguë et d'un état de choc hypovolémique. Le diagnostic est confirmé par la mise en place d'une sonde nasogastrique qui ramène du sang, ou par le toucher rectal dont le doigté revient souillé de sang. Une fois le diagnostic positif de l'hémorragie digestive est confirmé et ses caractères sémiologiques précisés, on passe à la deuxième étape qui consiste à préciser son abondance pour pouvoir apprécier sa gravité et lui adapter les mesures thérapeutiques appropriées.
On distingue les hémorragies digestives de grande abondance, les hémorragies digestives de moyenne abondance et les hémorragies de faible abondance. Commençons par les hémorragies digestives de grande abondance. L'hémorragie digestive est dite de grande abondance quand le volume de sang spolié, c'est-à-dire la quantité de sang perdue par voie digestive, est égal ou supérieur à 1 litre. Pour dire qu'une hémorragie digestive est de grande abondance, il ne faut pas se fier à la description du patient ou de son entourage, car le patient ou ses proches, soit qu'ils surestiment l'abondance du saignement digestif, c'est-à-dire qu'ils exagèrent la quantité de sang vomi ou expulsé par l'anus, car le sang a un haut pouvoir. En effet, donc le sang, colore en rouge tout ce qui l'entoure, que ce soit des boissons, aliments pris par le patient avant l'hémorragie digestive ou les sécrétions digestives. Soit qu'il sous-estime la quantité de sang spolié, c'est-à-dire il minimise le volume de sang perdu par voie digestive, car parfois le patient n'extériorise qu'une partie du sang par la bouche ou par l'anus, l'autre partie du sang restante stagne dans le tube digestif. C'est pour cette raison une évaluation correcte de l'abondance du saignement repose tout d'abord sur un examen clinique soigneux, recherche de signes cliniques d'un état de choc hypovolimique et d'une anémie aiguë. Les signes cliniques d'un état de choc hypovolimique sont les troubles de la conscience, une hypothymie ou une syncope. La hypothymie, c'est une sensation d'étourdissement. Le malade vous dit que je vais perdre conscience. Et la syncope, c'est une perte de conscience subite avec chute du patient de sa propre hauteur. Donc un trouble de la conscience, une agitation, une angoisse, une sensation de soif intense, donc le patient demande avec insistance à boire, il se plaint de palpitations. À l'examen physique, le patient présente une pâleur cutanéo-muqueuse intense, il est polypnique, donc sa respiration est très rapide. Ses extrémités, notamment ses mains, sont froides et recouvertes de sueur. Les pouls périphériques sont petits et filants, donc sont à peine perceptibles et rapides. Et parfois ne sont pas perceptibles. La mesure de la tension artérielle met en évidence une hypotension artérielle avec une pression artérielle systolique souvent inférieure à 8 cm de mercure et un pincement de la différentielle, c'est-à-dire que la différence entre la pression artérielle systolique et la pression artérielle diastolique est réduite. Exemple, la pression artérielle systolique est à 7 cm de mercure et la pression artérielle diastolique est à 5 cm de mercure. Enfin, la mise en place d'une sonde urinaire pour recueillir les urines et mesurer la diurèse permet d'objectiver une oligurie, c'est-à-dire une réduction du volume des urines émises à la miction. Et on parle d'oligurie quand le volume des urines émises est inférieur à 0,5 ml par kilo et par heure, ce qui témoigne d'une hypovolémie et par conséquent de l'abondance du saignement. L'autre moyen pour apprécier l'abondance de l'hémorragie digestive, c'est la réalisation d'un bilan biologique en urgence. Vous savez que dès l'admission du patient au pavillon des urgences médico-chirurgicales, un abord veineux solide est pris non seulement pour le remplissage vasculaire, en faisant passer des solutés macromoléculaires comme le plasmagel, puis du sang, mais également pour prélever du sang afin d'effectuer un bilan biologique d'urgence. Et ce bilan biologique d'urgence comporte notamment une formule d'énumération sanguine avec un taux d'hémoglobine, un taux d'hématocrite et un nombre d'hématies. Il comporte également un bilan rénal sanguin.
En cas d'hémorragie digestive abondante, les paramètres de l'hémogramme chutent et le bilan rénal sanguin montre une insuffisance rénale aiguë. Cependant, il faut faire attention. Les paramètres de l'hémogramme peuvent être normaux lors du premier prélèvement avant le remplissage à cause de la déshydratation. Ils ne chutent que secondairement après remplissage. Le nombre de kilos érythrocytaires nécessaires à transfuser pour rétablir un état hémodynamique normal, c'est-à-dire une tension artérielle normale, est un autre moyen d'évaluer l'abondance d'hémorragie digestive. Ainsi, un volume de sang transfusé supérieur à 5 kg érythrocytaires, qui est l'équivalent de 1,5 litre de sang, est un critère de grande abondance de l'hémorragie digestive. Après avoir énuméré les critères cliniques et biologiques qui permettent de diagnostiquer une hémorragie digestive de grande abondance, on passe maintenant à l'hémorragie digestive de moyenne abondance. L'hémorragie digestive de moyenne abondance est dite de moyenne abondance. Le volume de la perte sanguine par voie digestive est inférieur à 1 litre. Il est en moyenne de 300 à 400 millilitres. Dans ce cas, l'hémorragie digestive ne s'accompagne pas d'état de choc hypovolimique ni d'anémie aiguë. L'hémorragie digestive de moyenne abondance, quand elle récidive, c'est-à-dire quand le malade présente plusieurs épisodes d'hémorragie digestive, peut entraîner une anémie par carence en fer d'apparition rapide. Toujours dans le cadre de l'évaluation de l'abondance de l'hémorragie digestive, on termine par l'hémorragie digestive de faible abondance. Celle-ci se résume habituellement à quelques gouttes de sang visibles dans les selles ou dans les sous-vêtements du patient. L'hémorragie digestive de faible abondance, quand elle est isolée, c'est-à-dire quand elle se limite à un seul épisode ou quelques épisodes, elle est sans retentissement clinique. En revanche, quand elle est récidivante pendant une longue durée, elle entraîne une anémie fériprive chronique. Après avoir évalué l'abondance du saignement digestif, il faut s'assurer qu'il s'agit bien d'une hémorragie digestive et non pas d'un saignement ayant une origine autre que les organes digestifs. Car il existe des hémorragies qui sont extériorisées par la bouche sans être une hémorragie digestive. D'où l'intérêt d'un interrogatoire minutieux du patient ou son entourage quand l'état du patient ne le permet pas. Ainsi, pour ne pas confondre une hémorragie digestive avec une hémoptysie. L'hémoptysie est le principal diagnostic différentiel d'une hématémèse. L'hémoptysie, c'est le rejet par la bouche au cours d'un effort de toux et non pas de vomissement, d'un sang rouge, vif, spimeux, c'est-à-dire contenant des bulles d'air, alors qu'on a expliqué tout à l'heure que le sang dans l'hématémèse ne contient pas de bulles d'air. Ce sang provient de la partie sous-glottique des voies aériennes basses, c'est-à-dire les voies aériennes inférieures de l'appareil respiratoire. Il s'agit là d'une urgence pneumophysiologique et non pas d'une hémorragie digestive, et elle relève d'une prise en charge thérapeutique tout à fait différente de l'hémorragie digestive. L'autre diagnostic différentiel est l'épistaxis. L'épistaxis, c'est un sang qui provient d'une lésion des fosses nasales. L'épistaxis se distingue en épistaxis antérieure lorsque le sang est extériorisé par les narines et l'épistaxis postérieure quand le sang est dégluti et quand l'écoulement de sang provenant des fosses nasales est dégluti passant dans l'estomac puis vomi secondairement, donnant l'impression qu'il s'agit d'une hémorragie digestive. Et l'épistaxis, c'est une urgence ORL. Le dernier diagnostic différentiel est l'hémocyalémèse. L'hémocyalémèse, qui est le rejet par la bouche de sang rouge mêlé à de la salive provenant d'une lésion de la gencive ou du pharynx, c'est-à-dire une lésion de la cavité
buccale. Une fois les saignements non digestifs écartés, on entame une enquête étiologique à la recherche de la pathologie qui est la cause de l'hémorragie digestive. C'est ce qu'on appelle l'enquête étiologique qui est la dernière étape du diagnostic. L'enquête étiologique d'une hémorragie digestive est orientée par les caractères sémiologiques de l'hémorragie digestive. Premier cas de figure, il s'agit d'une hématémèse isolée ou associée à un méninat. On l'a expliqué tout à l'heure, quand il s'agit d'une hématémèse isolée ou associée à un méninat, il s'agit toujours d'une lésion du haut tube digestif qui saigne, c'est-à-dire une lésion sus-mésocolique. Cette lésion siège le plus souvent à l'estomac et au duodénum, moins fréquemment à l'œsophage, beaucoup plus rarement au niveau du foie et extériorisée par les voies biliaires, c'est ce qu'on appelle hémobilie, ou siège au niveau du pancréas et extériorisée par les canaux pancréatiques, c'est ce qu'on appelle une virsingoragie. Deux pathologies dominent les hémorragies digestives du haut tube digestif. Il s'agit premièrement d'ulcère gastro-duodénal. Ce diagnostic est évoqué devant l'annonce de douleur abdominale, épigastrique, postprandiale tardive. Les caractères sémiologiques de la douleur abdominale de l'ulcère gastro-duodénal sont détaillés dans le cours des douleurs abdominales. Il est également évoqué devant la notion de prise de médicaments gastrotoxiques. Les médicaments gastrotoxiques, ce sont des médicaments qui entraînent des lésions plus ou moins sévères de la muqueuse gastrique ou duodénale, comme l'aspirine et les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Ainsi, devant une hémorragie digestive à type d'hématémèse isolée ou associée à un méninat, on doit rechercher systématiquement à l'interrogatoire cette notion de prise de médicaments anti-inflammatoires, car c'est la cause la plus souvent responsable d'hémorragie digestive qui complique l'ulcère gastro-duodénal. Le diagnostic d'ulcère gastro-duodénal est confirmé par l'endoscopie digestive haute qui montre un ulcère gastrique ou duodénal. Comme on peut le voir sur cette plaque d'une photo d'une endoscopie digestive haute, là il s'agit d'un ulcère gastrique car on peut voir l'orifice du pylore à côté. L'hypertension portale est la deuxième pathologie fréquemment impliquée dans l'hémorragie digestive du haut tube digestif. Dans ce cas, l'hémorragie digestive est le plus souvent secondaire à une rupture des varices œsophagiennes ou gastriques sous l'effet d'une augmentation brusque de la pression dans le système veineux porte due à l'hypertension portale. Ce diagnostic est évoqué devant la présence d'autres signes cliniques d'hypertension portale, à savoir une splénomégalie palpable ou objectivée à l'échographie, une ascite également objectivée à la palpation à l'échographie, ainsi qu'une circulation veineuse collatérale. Le diagnostic est confirmé par l'endoscopie digestive haute qui montre des varices œsophagiennes et ou gastriques. Sur cette photo, on voit des cordons de varices œsophagiennes visualisés en endoscopie digestive haute.
Il existe d'autres causes beaucoup moins impliquées dans la survenue d'hémorragie digestive haute, comme la gastrite aiguë, l'ulcère peptique qui complique une œsophagite peptique, le cancer de l'estomac, les pathologies biliaires qui se manifestent par une hémobilie, ou les pathologies pancréatiques, comme le cancer pancréatique par exemple, qui se manifestent par une virsingo-ragie. Deuxième cas de figure, quand il s'agit d'un méléna isolé, c'est-à-dire une émission par l'anus de sang digéré, noirâtre, fétide, mais sans hématémèse. Dans ce cas, la lésion qui saigne siège dans la grande majorité des cas, dans environ 90% des cas, au niveau du haut tube digestif, c'est-à-dire que le saignement est sus-mésocolique. Quand la lésion qui saigne siège au niveau du haut tube digestif, les pathologies responsables de méléna isolés sont les mêmes que celles de l'hématémèse seule ou associée au méléna. Beaucoup plus rarement, la lésion qui saigne en cas de méléna isolé se localise au niveau du bas tube digestif. Et cette situation se voit dans environ 10% des cas. Il s'agit donc d'un saignement sous-mésocolique. Les principales affections du bas tube digestif qui peuvent se compliquer de méléna isolé, sont les affections ghéréliques, là où les lésions qui saignent sont situées au-dessous de l'angle duodéno-jujunal, appelé également angle de Treves, comme le cancer de l'intestin grêle, comme la maladie de Crohn, plus rarement les polypes de l'intestin grêle. Les polypes sont des tumeurs intestinales bénignes dont la seule expression clinique est l'hémorragie digestive. Le diagnostic est fait par l'entéroscopie. L'entéroscopie, c'est une endoscopie digestive qui permet d'explorer l'intestin grêle. Il y a également les affections qui touchent le côlon, de Crohn et le cancer du côlon, beaucoup moins fréquemment les polypes coliques. Et dans ce cas, le diagnostic est fait par la coloscopie. La coloscopie, c'est l'endoscopie digestive haute, l'endoscopie digestive qui explore le côlon. C'est une endoscopie digestive basse. Sur les plaques suivantes, vous voyez les lésions tumorales coliques observées à la coloscopie. La première photo correspond à un polype pédiculé, c'est-à-dire un polype avec un pédicule, donc comme on l'a dit. Donc le polype est une tumeur bénigne, contrairement au cancer. La deuxième photo représente un polype sessile, c'est-à-dire un polype sans pédicule. Et la troisième photo est celle d'un cancer colique. Enfin, troisième cas de figure, il s'agit de rectorragie, c'est-à-dire émission par l'anus de sang rouge. Dans ce cas, la lésion qui saigne est située à la partie distale du tube digestif, à savoir le côlon distal, le rectum ou l'anus. Ainsi, on distingue les causes anales de rectorragie, qui sont dominées
par la maladie hémorroïdaire, qui représente la première cause responsable de rectorragie, moins fréquemment la fissure anale et le cancer de l'anus. Outre les pathologies anales, des rectorragies peuvent survenir également au cours de pathologies du rectum, comme la rectocolite hémorragique. La rectocolite hémorragique est une colite inflammatoire chronique comme la maladie de Crohn. Mais à la différence de la maladie de Crohn, la rectocolite hémorragique se localise uniquement au côlon et au rectum. Par contre, la maladie de Crohn peut toucher n'importe quel segment du tube digestif. Autre affection rectale pouvant se compliquer de rectorragie, on a le cancer du rectum et les polypes du rectum. Chez le nourrisson, il existe une cause particulière et fréquente de rectorragie, c'est l'ulcération rectale traumatique thermométrique. Cette lésion rectale accidentelle survient quand les parents du nourrisson introduisent dans le rectum du nourrisson ayant de la fièvre un thermomètre pour mesurer sa température. Et enfin, on termine par les causes coliques de rectorragie. Il s'agit notamment de pathologies qui touchent le côlon distal, c'est-à-dire le côlon descendant ou le côlon gauche et le côlon sigmoïde. Les étiologies impliquées dans les rectorragies du côlon distal sont les mêmes étiologies qui sont impliquées dans la survenue de méléna isolés, à savoir le cancer du côlon, les polypes coliques, la rectocolite hémorragique et la maladie de Crohn colique. Sur ces dernières plaques, vous pouvez voir des schématisations de lésions anales, cause de rectorragie. Sur la première plaque, on voit des hémorroïdes internes. Sur la deuxième plaque, on voit des hémorroïdes externes. Et enfin, sur la dernière plaque, on voit la photo d'une fissure anale. Et je vous remercie.